Sfera. 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 Utopia, un podcast réalisé par Hildegarde Leloué, Rémi Auguet, Justine Robin et Corentin Ribeiro. Un projet Sfera disponible sur Europod et toutes les plateformes d'écoute. Bonjour à tous, ici Hildegarde. Dans l'épisode précédent, nous vous avons fait découvrir les multiples facettes de la sobriété énergétique dans l'écrin montagneux d'Almeria, en plein désert espagnol. Intéressons-nous maintenant à un autre type de ressource, le nerf de la guerre, j'ai nommé l'économie. Alors aujourd'hui, 10% de la population s'accapare 52% des richesses mondiales, tandis que la moitié la plus pauvre, elle, ne dispose que de 8,5% d'entre elles. Des chiffres tirés du World Inequality Report de janvier 2022. Face à ces inégalités économiques, nombreuses sont les personnes à opter pour des modes de vie alternatifs au sein de communautés pour penser le logement, la production, le travail et la consommation en dehors du système capitaliste. Mais rejeter le principe d'accumulation des richesses, de propriété et d'individualisme, ça ne signifie pas pour autant mettre les questions financières de côté, bien au contraire. Alors, comment partager équitablement les biens, les ressources et les services au sein d'une communauté ? Le travail doit-il être rémunéré ou fonctionner sur la base du volontariat ? Vaut-il mieux recourir au troc, se baser sur le don ? Et si une monnaie circule, quelle devise choisir ? Vous l'aurez compris, faire société s'annonce compliqué, en dehors du modèle économique classique. Car oui, derrière l'utopie d'autonomie financière, se cache surtout pas mal de comptabilité. C'est notamment le cas pour Damanhur, une fédération de communautés autonomes internationales dont le berceau se situe dans les Alpes italiennes, à 1 heure de Turin. Damanhur est un écosystème gigantesque, qui compte plus de 500 personnes en Italie, réparties en 4 écovillages différents et 1 millier de plus à l'étranger. Oui, le modèle de Damanhur a eu le temps d'essaimer dans d'autres pays, depuis sa création en Italie en 1975, en particulier aux États-Unis et au Japon. En tout, ce sont des personnes de 45 nationalités différentes dans le monde qui vivent dans des communautés inspirées du modèle de Damanhur, ou qui s'en déclarent sympathisants. Mais alors, quels systèmes économiques alternatifs peuvent permettre de faire société à une échelle si large et interculturelle ? Pourquoi et comment cette fédération s'est-elle dotée de sa propre monnaie locale complémentaire ? Et, bien sûr, comment fait-elle pour concilier économie et écologie ? Pour accroître nos connaissances sur la décroissance, nous sommes partis en reportage à Damanhur. Utopia. Notre immersion débute à Damjil, la capitale de Damanhur. Un endroit atypique où se dresse, à l'orée d'une forêt secrète, un impressionnant temple à ciel ouvert, au fond duquel s'élève un autel dédié à l'élément du feu. Un nouvel univers s'offre à nous. Des statues colossales, tout droit tirées des mythologies grecques et égyptiennes, jalonnent le sentier que nous empruntons. Des œuvres d'art insolites, façonnées par les membres de la communauté. Mais Damanhur et ses curiosités chamarrées ne se sont pas construites en un jour. Alors, comment ? Régulièrement, ses fondateurs se réunissent dans un endroit appelé le Centre d'Aurus, à Turin, pour discuter nouveaux modèles de société, ésotérisme et développement durable. Et c'est le terrain de l'actuel Damjil qu'ils ont choisi, il y a 47 ans, pour passer de la théorie à la pratique et édifier leur nouveau monde. Car oui, comme nous l'explique Barry Celeboro, damanhurien responsable de la communication, en parallèle de son master de sciences politiques, c'est un système complet, holistique, que cherche à créer la fédération. L'objectif de l'expérience, principalement au début, c'était vraiment de créer une autre réalité. Pas juste un éco-village, en termes de durabilité par exemple. Quelque chose qui engloberait vraiment toutes les dimensions de la vie. Cette idée de créer une nouvelle réalité, elle se manifeste dans des éléments très concrets. Damanhur dispose par exemple de sa propre constitution, d'un système de gouvernance élaboré, d'un cabinet législatif, d'une école permettant de s'instruire jusqu'au collège, mais aussi d'éléments plus abstraits, comme des noms personnalisés pour ses membres. Barry Celeboro, par exemple, ça veut dire panthère des neiges et les bords, dans un mélange de kazakh et d'italien. À Damanhur, selon la tradition, on s'attribue un nom composé de l'animal et du végétal de son choix. L'idée, c'est de marquer une connexion entre l'humain et la nature de façon ludique, parce que, vous l'entendrez dans la chronique de Corentin, le jeu occupe un rôle particulièrement important ici. Toujours dans l'univers des mots,
les Damanhuriens possèdent leur propre langue, inspirée de la tradition ésotérique. Un langage qui se parle et s'écrit via une variété impressionnante de symboles aux allures de hiéroglyphes et qui s'exprime aussi par la danse. Une phrase complexe, avec différents temps pluriels et singuliers, peut tenir dans un simple mouvement. Et comment parler des coutumes de Damanhur sans évoquer son lien à la spiritualité ? Celle-ci joue un rôle majeur, puisque la fédération revendique une proximité avec certaines énergies telluriques. Selon la fédération, un réseau de lignes recouvre la Terre. Les nombreux temples de la communauté sont ainsi construits à l'intersection de ces lignes dans l'idée d'interagir avec elles et de diffuser leur énergie. Ces lieux spirituels sont également liés à l'art, puisque ces temples, aux aires d'agora grecques, peuvent servir au chant, au théâtre, à la danse, à la récitation de poésie. Et puis, on a questo ideale di C'est l'idée de se connecter à différents aspects de l'existence, les plantes, les animaux, mais aussi des formes de vie plus subtiles, moins physiques, comme l'esprit de la nature. Nous vivons dans un monde qui tend à les séparer. À Damanhur, notre but est d'unir ces deux éléments ensemble pour créer un nouveau monde harmonieux, mais aussi une civilisation dans laquelle l'art et la beauté dominent. Unire tutte le parti, noi siamo un'unica cosa. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Cobra Alloro, Cobra Laurier en français. C'est l'un des présidents de Damanhur, également appelé Nial, pour détenteur de la pensée collective en damanhurien. Chaque année, 2 présidents sont élus pour guider la branche italienne de Damanhur dans ses choix spirituels et sociopolitiques en compagnie des représentants des 4 communautés qui la composent. Un système qui fait office, en quelque sorte, de gouvernement. Vous l'aurez compris, avec ce système de gouvernance quasi-étatique, l'ambition, en créant Damanhur, c'était de fonder un peuple plutôt qu'une communauté. Une ambition qui est passée par la construction de toute une histoire, de toute une philosophie. Et pour matérialiser cela, Damanhur a énormément investi dans les domaines de l'art et de la culture. Mais pas que. L'économie occupe également une place prépondérante dans leurs expérimentations. C'est ce que nous explique Baris sous le regard implacable d'une statue à tête de lion, la déesse égyptienne Sekhmet. Si vous voulez créer une communauté, l'une des premières choses à faire, c'est un accord économique écrit entre les personnes qui la composent. Parce que si les choses ne sont pas extrêmement claires autour de la façon de gérer l'argent, ça peut devenir compliqué, même entre les meilleurs amis du monde. L'économie, c'est donc un enjeu indispensable pour saisir l'organisation de Damanhur. Mais alors, justement, quel modèle structure le berceau de cette gigantesque fédération ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus au CREA, le centre économique de Damanhur, Italie. Établi dans une ancienne fabrique d'huile d'olive, il se présente comme un véritable hub. On y trouve une cafétéria, un accueil, des boutiques remplies de produits damanhuriens, un supermarché de produits organiques et durables, des bureaux, des salles de réunion, des ateliers d'artistes, une bijouterie et même un musée. C'est ici que nous découvrons le crédito. Le crédito, c'est une monnaie locale qui circule dans Damanhur et dont la valeur est indexée sur celle de l'euro. En gros, un crédito est égal à 1 euro. Mais quel est l'intérêt de créer sa propre devise ? L'objectif d'une monnaie locale, c'est de stimuler l'économie à l'échelle d'un territoire, d'encourager les échanges et la coopération entre ses acteurs, plutôt que l'accumulation d'argent, sa capitalisation. Et puis, avoir sa propre monnaie, ça permet aussi de se rendre indépendant du système financier, de le décentraliser. Et ça, comme l'explique Cobra Laurier, c'est politique. Un autre concept très important à Damanhur, c'est la création de notre propre devise, le crédito. C'est l'idée de créer un micro-État. Pour créer ce micro-État, la communauté italienne a choisi de s'émanciper de l'autorité gouvernementale en matière de régulation de l'économie. À Damanhur, ce sont les résidents qui ont la mainmise sur les flux d'argent, et non une instance extérieure. C'est ce que nous explique Lemming Cactus, rongeur cactus en français. L'un des responsables financiers de Damanhur, au regard aussi piquant que son nom. De temps à autre, on fait une comptabilité générale, en demandant à tout le monde combien de créditos il possède, pour vérifier la quantité qui circule. Baris nous en présente plusieurs exemplaires issus du musée de Damanhur. Des pièces de collection, sans mauvais jeu de mots. Papier, céramique, métaux diverses et variés. Les expériences, plus ou moins concluantes, se sont multipliées. Damanhur a longtemps frappé sa monnaie, avant de déléguer la tâche à une plus grande fabrique. Quel que soit son degré d'artisanat, la finesse de l'ouvrage nous impressionne. Au creux de nos paumes, des pièces d'argent, sillonnées de symboles énigmatiques. Lemming nous explique les différentes fonctions de la monnaie.
Le crédito est né avec Damanhur, il y a plus de 30 ans. Il y a plusieurs raisons à son existence, et la première relève pour sûr d'une signification magique. Un autre enjeu, c'est l'idée d'utiliser une monnaie pure. Avec le crédito, on est sûr d'utiliser une devise qui n'a jamais financé de guerre ou la destruction de la planète. C'est une valeur éthique. Et outre cet aspect éthique, c'est compliqué de mettre en place sa propre devise. Pour les Ming, il s'agit d'un équilibre délicat. C'est très complexe de créer une monnaie complémentaire, parce qu'il y a des règles à suivre pour ne pas être expulsé du marché. Par exemple, il faut une certaine autonomie au niveau du territoire dans lequel la devise est partagée. Ce principe d'autosuffisance doit permettre de faire circuler ces pièces le plus indépendamment possible du marché externe. Concrètement, plus une communauté est autonome en ressources, plus une monnaie locale pourra favoriser son développement. En fait, la communauté doit assurer la vente ou la mise à disposition d'un maximum des biens et des services nécessaires à la vie des habitants. Ceci pour leur éviter d'avoir à utiliser des euros plutôt que des créditos. Le but, c'est d'éviter que trop de créditos ne soient convertis en euros, au risque d'affaiblir la monnaie locale. Sur ce plan-là, la communauté italienne de la Fédération s'estimait autosuffisante à 50%, au niveau de son alimentation et de son énergie, avant que la crise du Covid n'abaisse ce chiffre à 30% environ. Et justement, à propos de la crise que nous connaissons tous, la pandémie est en partie responsable du gel du crédito. Depuis 2019, l'euro a été réintroduit à la place de la monnaie locale pour lui permettre de faire peau neuve. C'est ce que nous explique Tasso Peperone, blaireau poivron en français. Ancien président de la communauté, il est l'un des architectes de la réforme du crédito. Il nous en présente les rudiments. Que il nuovo progetto sia basato sulla fiducia. Cette réforme est basée sur la notion de confiance, qui est la base de chaque monnaie complémentaire. En principe, les gens utilisent une monnaie en laquelle ils se fient. En ce moment, la confiance est primordiale pour contrebalancer les prises de distance imposées par le Covid. Ce n'est pas tant un besoin de Damanhur que des habitants de la vallée entière. L'enjeu, c'est donc de restaurer la confiance des personnes en la monnaie locale. Une ambition d'autant plus importante dans une période où les crises sanitaires et économiques s'entrecroisent. Mais la réforme du crédito a également pour objectif de transformer cette crise en opportunité, en s'adaptant aux échanges numériques. Dans le nouveau crédito, on réfléchit à la façon de combiner les différentes symboliques, la magie et l'éthique. Mais on cherche également comment adapter notre monnaie aux nouvelles technologies. On souhaite conserver un système de pièces physiques, mais également être capable de l'échanger virtuellement. Alors, pourquoi ce besoin de développer une monnaie virtuelle, en parallèle de l'économie physique ? Avec le Covid, on a vu comme les échanges sont devenus compliqués. Alors on a fait des recherches pour trouver les plateformes de paiement qui accepteraient le crédito en tant que devise. Cela nous permettra d'échanger avec des personnes qui ne sont pas physiquement sur place. Ce serait plus simple avec les Damanhuriens du Japon, des États-Unis. La réforme du crédito témoigne donc d'une volonté d'interconnexion entre les Damanhuriens, que ce soit via le web ou la monnaie physique. Et l'interdépendance, c'est justement un principe important dans le regard que porte la fédération sur ses propres frontières. Comme nous l'explique Baris, Damanhur ne souhaite pas l'autarcie totale, mais cherche, au contraire, à tisser des liens économiques étroits avec les communes alentours. Le concept, c'est d'être interconnecté avec le territoire qui nous entoure, d'avoir à disposition tous les éléments de base, d'être le plus capable possible de faire pousser sa propre nourriture, tout en recourant à des services de proximité. Un refus de l'autarcie qui a permis de revitaliser la vallée de Valciusella, dont l'économie et la démographie étaient en berne avant l'implantation de Damanhur. La communauté a notamment passé de nombreuses conventions avec les entreprises du secteur extérieures à Damanhur pour s'accorder sur l'utilisation du crédito en tant que monnaie complémentaire. Enfin, comme nous avons pu le voir avec la boutique souvenir du Créa et les groupes de visiteurs venus s'ébahir devant les temples, le tourisme constitue l'une des rentrées d'argent principales de Damanhur. Un autre élément soulignant à la fois l'ouverture et la dépendance forte de la communauté vis-à-vis de l'extérieur. À ce propos, un point intéressant à noter, c'est la forte intrication entre économie et spiritualité.
D'un point de vue économique, la construction des temples a stimulé la croissance de Damanhur. Pour ériger les temples, on a dû créer des laboratoires artistiques, faire appel à des professionnels, des bâtisseurs, des électriciens et des artistes. Nous avons vraiment utilisé les temples comme des laboratoires, à partir desquels on a pu développer d'autres services et d'autres biens qui allaient en retour renforcer l'économie de Damanhur. De plus, pour chaque transaction effectuée, un petit pourcentage est reversé au fonds de construction et d'entretien des temples. Un système bien rodé donc. Mais malgré le potentiel de cette monnaie, tout n'est pas toujours rose à Damanhur, économiquement parlant. On l'a dit, la crise sanitaire a mis en pause le crédito. Mais Cobra, le coprésident de Damanhur, ajoute que la question des dettes n'est pas en reste. Nous avons également rencontré des difficultés économiques, principalement parce que Damanhur a connu de grandes périodes de développement, mais qui nous ont également placés en situation de dette. Et en parallèle, il n'y avait pas de croissance économique pour compenser. Un autre échec, du point de vue du rayonnement économique de Damanhur, c'est la volonté de créer une devise qui puisse servir de monnaie d'échange entre différentes communautés autonomes à travers le monde. Un projet non abouti pour le moment, et qu'il ne sera peut-être jamais, étant donné sa complexité. Alors jusqu'ici, que ce soit pour en saluer les bienfaits ou en souligner les échecs, nous avons en majorité abordé le crédito. Mais le modèle économique de Damanhur ne se limite pas à sa monnaie locale. Il existe également un système de cotisation qui joue un rôle fondamental dans l'organisation sociale de chaque communauté. C'est dans une ambiance pittoresque, au milieu de maisons éco-construites, que nous rencontrons Formica Coriandolo, fourmi coriandre. Damanhurienne de longue date, elle est en charge de l'hospitalité des visiteurs. Le visage lumineux, sous sa frange de cheveux argentés, elle revient sur la gestion économique de sa communauté, pour nous parler plus précisément de ce que sont les cotisations. Ça marche comme dans une vraie famille, à la différence que la mienne, elle contient 21 personnes. Et dans cette famille, on partage tout, comme par exemple le remboursement des prêts bancaires, comme celui qu'on a contracté pour financer nos panneaux photovoltaïques. On investit aussi dans des serres pour avoir des aliments organiques toute l'année. Tout cela est partagé et on se met d'accord sur le montant que chacun peut cotiser. La cotisation, c'est d'ailleurs un pilier du système économique et social de Damanhur. C'est grâce à elle que l'école fonctionne. À Damanhur, il n'y a pas que les parents qui contribuent. On contribue tous. Même les personnes qui n'ont pas d'enfants participent au développement de l'école. C'est parce qu'on souhaite offrir une bonne qualité de vie à nos enfants. Outre les enfants, les retraités ne sont pas en reste. Une pension leur est versée, en complément de leur retraite, pour améliorer leur niveau de vie. Même chose pour les femmes enceintes. Pendant plus de 14 mois, un fonds, constitué par les Damanhuriens, leur offre un filet de sécurité suite à la naissance. Un soutien financier dont bénéficient également les personnes malades et handicapées. Heureux événements ou accidents de la vie semblent ainsi en partie couverts dans le cadre de cette économie sociale et solidaire. Au final, malgré ses imperfections, le modèle financier de Damanhur a le mérite de permettre de répondre aux crises, celles que tout un chacun peut traverser dans son existence. Damanhur a donc opté pour la création de son propre système économique. Et les modes d'économie alternative, c'est justement l'une des spécialités d'Anne-Sophie Novelle. Journaliste indépendante, auteure et réalisatrice, elle s'intéresse en particulier à l'écologie et aux alternatives durables à nos modes de consommation. Elle a notamment écrit sur plusieurs écolieux français et leurs habitants. En tant que docteur en sciences économiques, sa spécialité, c'est l'économie collaborative et partagée. Nous l'avons interviewée pour comprendre ce dont il s'agit et les façons dont les communautés autonomes peuvent la mettre en application. Alors Anne-Sophie, Damanhur, la communauté autonome que nous avons visitée, elle a opté pour l'utilisation de sa propre monnaie. Quels sont les avantages d'une monnaie locale et quel regard est-ce que tu portes sur les écolieux qui s'en dotent ? L'avantage, c'est d'être incitatif pour que les gens dépensent leur argent. C'est-à-dire que ça empêche la thésaurisation, le fait de conserver l'argent chez soi et de chercher à faire des économies d'argent, à ne pas faire circuler la monnaie. Donc, les monnaies complémentaires sont des monnaies qui, d'ordinaire, circulent plus rapidement que les autres. C'est des monnaies qui incitent à l'usage dans des circuits courts, c'est-à-dire uniquement chez les personnes qui participent de la mise en place de cette monnaie.
Donc c'est très intéressant pour soutenir un modèle économique qui se veut plus local, plus responsable et donc qui s'assure derrière que les gens qui utilisent cette monnaie ont des démarches conformes à certaines valeurs. Et donc pour moi c'est un outil supplémentaire qui vient à côté du don, qui vient à côté du troc et qui peut être déployé à différentes échelles. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de pédagogie parce que les gens ont parfois l'impression que en utilisant ce type de monnaie on va se soustraire à l'euro par exemple, alors qu'en fait c'est comme son nom l'indique une monnaie complémentaire que l'on peut échanger à tout moment contre des euros. Alors dans ton ouvrage qui s'appelle Le Petit Guide du locavore, tu donnes des clés pour consommer local. Mais en quoi c'est important d'un point de vue économique ? Le fait de consommer local est revenu un peu dans le débat public pendant le premier confinement de mars 2020 en raison de la pandémie où on s'est rendu compte que les échanges internationaux étant au ralenti voire bloqués, il fallait bien trouver des solutions en local. Et sont revenus sur le devant de la scène des questions liées notamment à la souveraineté alimentaire, qui est un vrai gros sujet auquel on s'intéresse peu quand tout fonctionne bien dans cette économie mondialisée, dans ce village mondial. Mais quand ça coince, on peut s'interroger sur l'autonomie que l'on a, et notamment pour l'alimentation. Là, il s'agit plus pour moi d'une démarche qui a vocation à renforcer des liens sociaux et économiques à l'échelle d'un territoire et surtout ont une vocation à avoir une approche plus responsable, moins polluante, etc. Et Anne-Sophie, avec 2 autres journalistes, tu as mené plusieurs enquêtes sur les modèles de fonctionnement de plusieurs écolieux français. Alors, quel mode de consommation collaborative et locale est-ce que tu as pu observer durant ton tour de France des écolieux ? Chaque lieu, souvent, a son fonctionnement interne, ses propres règles, mais en tout cas, c'est une question qui se pose assez rapidement lorsqu'un lieu s'ouvre, de savoir comment est-ce qu'on va partager les ressources. En fait, ça fait partie des avantages que de ne pas posséder chacun dans son coin des éléments qui peuvent servir à tout le monde et dont tout le monde a besoin. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est que dans certains écolieux, on mutualise énormément de ressources. Et c'est ça l'avantage d'ailleurs. C'est-à-dire que on va mutualiser du bâti, chacun va avoir un espace à lui pour vivre. Et dans les parties communes, vont peut-être partager une grande cuisine dans laquelle on va retrouver tout le nécessaire pour cuisiner, mais aussi une grande buanderie. On mutualise les voitures pour les déplacements. Il y a souvent des ressourceries où on mutualise des outils et surtout, il y a beaucoup d'entraide, que ce soit dans l'échange de savoir pour construire. Et donc là, il y a des espaces où on comptabilise le temps que l'on a passé justement à travailler pour certains au potager, etc. Et cette dépense en temps permet de se servir dans les réserves de l'épicerie commune sans payer. Et donc, quels systèmes t'ont semblé les plus fonctionnels ou, au contraire, problématiques à mettre en place ? J'ai beaucoup aimé la dynamique éco-collectif, donc dans l'Hérault. Ça m'avait l'air assez rodé dans son fonctionnement, que ce soit sur l'investissement dans le potager qui permet à ceux qui s'y investissent de pouvoir se servir. Le temps devient de la valeur qui permet de se servir sans avoir de transactions financières, etc. Donc sur le principe, c'est assez simple. Il y a d'autres lieux que j'ai pu voir où certains avaient mis en place une monnaie qui leur servait durant les événements. C'est-à-dire les gens habitant sur le lieu pouvaient dépenser cette monnaie le soir des événements. Comme je disais, eu des jetons. Bon, ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais pas plus poussé que ça. Et après, dans les autres lieux que j'ai vus, l'Arche de la Flessière, c'est un des plus anciens lieux liés à Lanza del Vasto, donc avec une démarche plus spirituelle. Eux, clairement, ils mettent tout en commun. Donc, il y a une espèce de grande caisse commune. Le lieu leur donne un peu d'argent pour les vacances. C'est vraiment la mutualisation poussée à large échelle. Et après, tout repose sur des achats en commun pour l'espace. Donc ça, c'était assez intéressant. Donc, franchement, ça dépend d'un lieu à l'autre. J'ai pas vu quelque chose de systématique. Voilà, je pense que ça dépend des valeurs, des discussions de chacun, de ce qui correspond aux habitants des lieux. Et en dehors du cercle restreint d'une communauté autonome, est-ce qu'on pourrait imaginer une économie circulaire qui serait transposée à l'échelle d'un État ? En termes d'économie circulaire et économie du partage, il y a des choses à faire. Ça, c'est certain. Alors, on oublie que
ne serait-ce qu'à l'échelle française, on a des espaces qui existent depuis toujours qui permettent de partager des ressources. Je pense notamment aux bibliothèques, par exemple. Après, on a eu des essais qui ne sont pas vraiment bien concrétisés. Je pense à la Blue Car, à l'autopartage. Ça n'a pas été une grande réussite. Pour qu'une commune réfléchisse à la mise en place d'espaces partagés, il faut avoir recours à du design de services. Et voilà, juste accepter de mettre en commun des ressources ne suffit pas. Si l'idée est belle sur le papier, il faut bien réfléchir à la manière dont les gens vont se l'approprier et la façon dont ça va être fait. Et c'est là que le rôle de designer de service et d'usage est très important pour s'assurer qu'il y aura un respect de ce qui est mis en commun et que l'usage sera efficace. Anne-Sophie Novelle nous a donc présenté sa vision de l'économie partagée, avec des exemples concrets de modèles économiques alternatifs appliqués par des communautés. On l'a entendu, il est difficile de penser la relation à l'argent sans réfléchir à celle du travail. Ce sont deux notions quasiment indissociables. Et justement, l'organisation de Damanhur repose en partie sur ce que la communauté nomme le jeu de la vie. Une dynamique de développement personnel et collectif très particulière, et qui n'est pas sans lien avec la productivité. Corentin, en tant qu'ergonome et psychologue du travail, tu nous parles de la façon dont jeu et travail sont fréquemment associés, et des conséquences que cela a. Pour ça, tu vas t'appuyer sur l'exemple de Damanhur et son fameux jeu de la vie. Tout à fait, Hildegarde. Mais d'abord, attardons-nous un peu sur ce qu'est exactement le jeu de la vie. Pour ça, je te propose de commencer par écouter la définition qu'en fait Baris. Game and playing is one of the fundamental aspects in Damanhur. From an organizational perspective, le jeu est l'un des aspects fondamentaux de Damanhur. On a littéralement une des organisations qui s'appelle le jeu de la vie. Née en 1983, elle vise à maintenir la société dans une forme de jeu. Parce que pour nous, jouer, bouger et voyager, c'est une manière essentielle de faire travailler l'esprit, de quitter sa zone de confort, d'être capable de créer de nouvelles choses ou de ne pas se contenter de ce qu'on l'on connaît. And traveling is an essential way to keep the mind working, to go out of the ordinary and to be able to create new things. Not to just, lay in what you know. Ces jeux que décrit Baris ont lieu assez rarement, 1 à 2 fois par an, mais sur des périodes plutôt longues, d'1, 2 semaines, voire même plus. Durant ces périodes, les Damanhuriens voient leur quotidien plus ou moins bouleversé en fonction du type de jeu engagé. Mais Corentin, il consiste en quoi concrètement, ce fameux jeu de la vie ? Alors, c'est très varié. Parfois, il implique de partir en voyage sans connaître ni la destination ni la durée. Des voyages d'ordre spirituel ou dédiés à des recherches, par exemple pour découvrir de nouvelles techniques de fabrication, d'alchimie, réfléchir à de nouveaux modèles sociopolitiques. C'est d'ailleurs une session de jeu de la vie qui a permis à la communauté de repenser son système d'acquisition de citoyenneté. Mais le jeu de la vie, ça peut aussi être moins sérieux. Une fois, la communauté italienne entière s'est farouchement affrontée au pistolet à eau pendant 2 semaines après avoir monté un campement dans la forêt secrète. Mais outre ces affrontements bon enfant, il y a surtout beaucoup de créations artistiques en jeu. C'est le cas de le dire. Pendant notre visite de Dame Gilles, Baris nous a par exemple montré une fontaine multicolore, l'hôtel dédié à l'élément de l'eau, en nous indiquant qu'il s'agissait de la gagnante de la Bataille des Arts, un grand concours de création artistique organisé dans le contexte du jeu de la vie. La communauté était alors divisée en maisons nobles, toutes missionnées de créer les plus belles œuvres. La maison gagnante était sacrée impératrice de Damanhur jusqu'à ce qu'une autre maison la supplante. Le jeu de la vie permet donc de concilier amusement, exploration et création, mais aussi parfois de produire quelque chose de concret, à même d'enrichir la communauté, le tout de façon bénévole. Les concours artistiques par équipe, par exemple, ressemblent alors à une forme de management par la compétition, dont l'objectif peut être d'augmenter la productivité ou de favoriser la cohésion. Cela me fait penser à un courant de management assez connu, incarné par le poste de Happiness Manager ou encore de Chief Happiness Officer, que je vais nommer CHO par la suite, pour faire plus simple. Et ça consiste en quoi, ce métier de responsable du bonheur en chef ? Eh bien, celui-ci a pour mission d'améliorer la communication et la cohésion des salariés d'une entreprise au travers d'animations et d'événements. Par exemple, aménager des locaux dans un esprit fun et convivial, organiser des sorties culturelles, des événements sportifs, booster la communication. Globalement, il est chargé d'améliorer le cadre de travail et le bien-être des employés. Rien que ça. Oui, je sens ton ironie, Hildegarde. Et tu as raison, parce que si ces missions semblent assez positives,
Un baby-foot flambant neuf après tout, ça n'a jamais fait de mal à personne. On peut parfois douter de la capacité du CHO à rendre heureux le travailleur. Pourquoi ? Parce que parfois en entreprise, faire appel à un manager du bonheur, ça permet surtout d'éviter de se concentrer sur d'éventuels problèmes de fond. Car oui, vous vous en doutez, le fait de ne pas être heureux au travail, ça découle parfois de problèmes structurels, organisationnels, liés au salaire, à la charge de travail. Bref, ajouter quelques plantes et une Xbox au bureau, ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Oui, améliorer les conditions de travail au travers d'événements qui se situent hors du travail, en allant au travail ou à la salle de sport, ça peut avoir l'effet inverse de celui escompté. Imagine un salarié dont l'activité est dense, qui doit respecter des deadlines très courtes. On peut supposer qu'il sera soumis à un certain niveau de stress. Et s'il se sent obligé de participer aux événements organisés par le CHO, cela peut devenir néfaste puisqu'il aura encore moins de temps pour réaliser ses tâches. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce métier ne sert à rien, sa logique n'est pas mauvaise, mais ne peut simplement pas répondre à des difficultés plus profondes rencontrées au travail. D'accord, mais c'est quoi le rapport entre ce management du bonheur et Damanhur ? Eh bien, le concept de CHO est révélateur d'une lacune dans nos sociétés occidentales. Le fait que l'on ne discute pas suffisamment de la réalité du travail et de ce qui constitue le cœur des problèmes que l'on peut y rencontrer. À Damanhur, la logique est différente. Si nous retrouvons une partie de cette idéologie, de favoriser la cohésion par l'organisation d'événements, la fréquence est bien moins importante. Dans le cas de Damanhur, la cohésion, la communication et la stimulation intellectuelle offerte par le jeu de la vie semblent bien favoriser le bien-être des résidents. En somme, parfois, le travail, ça peut vraiment être un jeu d'enfant. Le jeu est donc une notion fondamentale à Damanhur. Et ces jeux, justement, ne réunissent pas que les habitants. Il est également possible de s'amuser avec la nature. Alors, vous a-t-on déjà planté ? Si l'expérience s'avère plutôt désagréable, en général, rassurez-vous. Dans la chronique de Rémi, notre créateur sensoriel, il ne s'agira pas de vous poser un lapin, mais plutôt de vous proposer une expérience musicale insolite liée à la vie végétale. Une expérience singulière qui, vous allez l'entendre, entre en lien direct avec la philosophie de Damanhur. Imaginez-vous planté à un endroit, buvant de l'eau. Qu'est-ce qu'une plante peut ressentir ? Pas de panique, je ne veux pas vous culpabiliser pour le fait de manger des légumes. Ce serait bien malvenu, après vous avoir présenté une recette de salade dans un épisode précédent. Mon but, c'est plutôt de vous faire prendre racine dans l'univers des plantes. Quelle plante êtes-vous ? Avez-vous plutôt la robustesse d'un arbre ou la vivacité d'une plante grimpante ? Plutôt la beauté d'une fleur ou la douceur d'un fruit ? Je vous laisse trouver, par vous-même, votre végétal idéal. En tout cas, quelle que soit votre espèce, vous êtes une plante chanceuse, car vous allez faire l'objet d'une série d'expériences inédites. Quelles émotions vous traversent ? Que cherchez-vous à exprimer ? C'est ce que je vais essayer d'entendre. D'abord, je vais saisir l'une de vos feuilles entre mes doigts et la mouiller légèrement pour qu'elle soit plus conductrice. Ensuite, je vais placer cette feuille dans une pince crocodile, reliée par un fil à un petit boîtier et à un autre capteur près de vos racines. Ce dispositif capte les flux d'électricité qui vous traversent. Un algorithme va ensuite traduire, en son, la différence entre l'activité électrique de vos racines et de vos feuilles. Et pour traduire cette manifestation de vie, j'ai choisi un langage universel, la musique. Oui, vos signaux électriques sont transformés en mélodies. Une mélodie unique vous permettant d'exprimer vos émotions. Un humain entre dans la pièce d'une façon brusque, votre tempo ralentit, voire s'éteint complètement. Le chien paisible et affectueux de la famille se couche à vos pieds. Votre rythme se fait chantant et clair. Vous l'aurez compris, votre mélodie varie en fonction de votre environnement et de ce qui vous inspire. Je vais maintenant vous connecter à un nouveau mécanisme. Je place votre peau sur un plateau à roulettes et, cette fois, c'est votre activité électrique qui dirige cette plateforme. Si vous arrivez à contrôler vos signaux, vous contrôlez la direction dans laquelle vous allez. Et devenez donc une plante libre de se déplacer dans l'espace. Ce que je viens de vous raconter pourra vous paraître complètement absurde. Pourtant, ce sont les résultats d'études réalisées par Damanhur sur des plantes depuis 1976. Le but, leur permettre de contrôler leurs mouvements
leur alimentation en eau, mais également de s'exprimer au travers de la musique. Une musique que l'on entend fréquemment dans la communauté, souvent accompagnée de chants et de danses traditionnelles. À ce propos, il arrive que les plantes interagissent avec les musiciens, en répétant certaines notes, certaines gammes ou certains airs. Pour les Damanuriens, une vraie forme de communication peut s'établir entre les humains et les végétaux. Mais pas que. D'après la communauté, les arbres et les plantes sont capables de s'apprendre mutuellement à utiliser l'appareil. Les végétaux devenus experts dans son contrôle permettraient d'apprendre plus rapidement aux autres à les imiter. Alors, ces expériences ne sont pas fiables à 100%. Barris lui-même le reconnaît. Mais malgré le manque de validité scientifique de ces études, leur principe demeure intéressant. L'idée, ce n'est pas tant de savoir si des plantes sont vraiment capables d'exercer leur volonté, en se déplaçant dans l'espace, en régulant leurs arrosages ou en chantant. C'est plutôt de montrer à quel point les végétaux, des éléments qui peuvent nous sembler inertes et sans âme, sont, en réalité, pleins de vie. Que cette vie s'apparente ou non à une conscience, la musique des plantes permet de prêter une voix à cette forme d'existence particulière. Sur ce, j'espère avoir semé en vous la graine d'une nouvelle réflexion sur le vivant. C'est l'esprit encore charmé par la musique des plantes que je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode consacré à la question de la culture. On y parlera du lien entre écologie et culture, spectacle vivant et musique contestataire. Pour cela, on vous emmènera en voyage avec nous à Berlin pour découvrir l'UFA Fabrik, une communauté portant la double casquette de centre artistique international. Aux commandes de ce podcast, 4 doux rêveurs, Chauve-souris Kaki, alias Hildegarde de Loé, Lynx Oseille, plus connu sous le nom de Corentin Ribeiro, Loutre Papaye, pour la dénommée Justine Robin, et Wistiti Melon, le surnom de Rémi Auguet. L'habillage sonore a été confectionné par Victor Dubin, artisan des ondes, membre de Poitcast, association de création et de transmission sonore à Poitiers et ses alentours. Valentin Lambert, Jean-Jacques Texera, Victor Dubin, Guillaume Masto et Sandrine Auguet nous ont prêté leur voix pour le doublage. Il est temps de leur rendre. Et enfin, un remerciement spécial à Kelly Gourdin pour son aide et ses conseils précieux en matière de journalisme. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles utopies. Utopia.